Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle table ronde. Effectivement, faites comme eux, créez votre start-up. On sera 4 sur scène durant cette séquence qui a pour objectif de donner envie finalement, de revenir sur des expériences personnelles et de donner envie peut-être de passer à l'action. Le chiffre circulait tout à l'heure, 44% des doctorants s'intéressent à l'entreprise, à la création d'entreprise, s'interrogent sur la suite à donner. On va avoir la chance d'avoir deux expertises assez complémentaires, deux anciens doctorants qui ont franchi le cap et Martin Teichmann à côté de moi avec un regard cette fois-ci plus tourné vers l'enseignement. On va y revenir. Je m'appelle Mickaël Lozano, je travaille à la French Tech Bordeaux. La French Tech Bordeaux, c'est l'écosystème, l'acteur de l'écosystème qui réunit toutes les composantes de l'innovation, les entreprises, les startups, les PME, les ETI, les chercheurs, les acteurs du financement, etc. Je vais vous laisser vous présenter. Avant tout, Florence, on commence par vous. Bonjour, donc Florence Amardey, je suis donc coprésidente d'une start-up qui s'appelle Elzéar. Nous, on développe des logiciels pour pouvoir accompagner les producteurs maraîchers, donc les producteurs de légumes notamment diversifiés, sur leurs activités de production. Je me suis lancée il y a 4 ans dans cette aventure. On sort la commercialisation là, ce mois-ci, donc on est un peu dans les starting blocks. Donc comme quoi, ça prend un peu de temps de maturation, mais voilà, avec le temps, on y arrive. Est-ce que deux mots sur le parcours. On va rentrer dans le détail d'Elzéar ensuite. 2 mots sur votre parcours avant. Alors le parcours, donc moi j'ai fait une thèse de 2003 à 2007 avec la particularité que c'était une thèse CIFRE, donc en entreprise, sur le domaine de la gestion et de la représentation des connaissances dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, d'où on va utiliser des règles métiers, de la connaissance pour pouvoir venir enrichir des moteurs de recherche, des moteurs de recommandation, pour pouvoir faire aussi de l'analyse de connaissances, pour pouvoir créer de nouvelles connaissances, pour pouvoir inférer, raisonner sur ces connaissances-là, et donc injecter ça dans des applications métiers pour que ce soit au service des utilisateurs. Merci beaucoup. On reviendra dans le détail ensuite sur ce que fait Elzéar. Autre entrepreneur qui est à côté de vous, Raphaël Cherrier. Ok. Alors, écoutez, moi j'ai soutenu ma thèse en 2003. C'était une thèse de physique théorique que j'ai fait à Toulouse sur les systèmes de spin complexes et désordonnés et la transition vitreuse structurelle. Aujourd'hui, les articles qui sont publiés dans ce type de recherche rentrent dans la catégorie systèmes complexes et neural nets. Donc, pour ceux qui se posent voilà. Donc ensuite, pour ceux qui se posent le lien, parce que la question sur le lien avec l'intelligence artificielle, il y a en fait énormément de liens avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, pendant 10 ans, j'ai été maître de conférence à l'Université de Bordeaux et aux Arts et Métiers, pour être plus précis, dans un labo. Là, l'idée, c'était... j'avais quitté volontairement la physique théorique pour travailler sur le stockage du dioxyde de carbone en aquifère salin, parce que je voulais avoir un peu plus d'impact sur la société, on va dire. Et un truc qui me tient à cœur, c'est la protection de l'environnement. Et finalement, en 2013, j'ai quitté mon poste de maître de conférence pour me lancer dans l'aventure de la start-up, donc QCIT, Quantified Cities, qui relie un petit peu les deux choses d'avant, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, beaucoup de modélisation mathématique et physique de la ville. Donc on modélise comment les gens se comportent en ville et et on essaye d'optimiser le fonctionnement des villes. Et également le côté environnemental, puisque ce qu'on fait chez QCIT a pour but de rendre les villes plus agréables et plus durables. Voilà. Merci Raphaël. Martin Teichmann, juste à côté de moi, un mot également sur l'école que vous dirigez, et puis peut-être rapidement aussi sur votre parcours à titre personnel. D'accord. Bien dans le micro. Bonjour à toutes et à tous. Martin Teichmann, je suis médecin de formation, mais dans la recherche depuis 30 ans, après une thèse en Allemagne, un postdoc aux États-Unis, à Bordeaux depuis 20 ans. Je dirige l'école doctorale Sciences de la vie et de la santé depuis 2018. C'est une grande école doctorale avec 350 étudiants en thèse, 650 personnes habilitées à diriger des thèses. On a 12 spécialités, 100 doctorants qui commencent chaque année et 100 doctorants qui soutiennent chaque année. Comment pourrez-vous le dire très simplement? Comment est-ce que ce sujet
de la start-up, de l'entreprise, de la deep tech est abordé au sein de cette école? Alors, il faut avouer que l'école doctorale, jusqu'à maintenant, accompagne plutôt avec des valeurs soft, je veux dire. Ça veut dire l'école doctorale essaye de recruter les meilleurs étudiants en thèse dans notre école doctorale parce qu'on est persuadé que la start-up nécessite d'avoir des découvertes importantes et ces découvertes importantes sont le mieux faites par des étudiants de grande qualité dans des laboratoires de grande qualité. Et ces laboratoires de grande qualité existent ici dans l'Université de Bordeaux, soutenus par tous les organismes autour, CNRS, INSERM, INRIA, etc. Et c'est notre devoir de recruter les meilleures étudiantes en thèse. On est soutenu par l'État français avec 22 contrats doctoraux chaque année qu'on peut distribuer après un concours aux meilleurs étudiants. Je dirais ça, c'est la contribution de l'école doctorale. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Un mot sur Elsear d'abord, Florence, s'il vous plaît. On a compris effectivement votre parcours. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à la création de cette entreprise? Et surtout, que fait Elsear? Et quelle est, j'allais dire, cette dimension deep tech, ce cœur technologique que vous allez nous présenter? Alors, que fait Elsear? Donc, comme je le disais, Elsear, on crée un logiciel, on crée une application pour pouvoir venir en aide aux producteurs de légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un producteur de légumes, notamment en forte diversification, celui qui va venir apporter vos paniers à votre AMAP ou bien que vous allez retrouver sur les marchés, il a une diversité d'espèces et de légumes. Et pour chaque légume, il peut aussi avoir une diversité de variétés différentes. Sauf qu'à organiser dans le temps, en termes de rotation sur une saison et dans l'espace, en termes de plan d'assolement, sur une saison qui est assez courte de mars à novembre, il y a un ensemble de règles et de contraintes à appliquer pour pouvoir optimiser son plan de planification de culture, en termes d'équipement, en termes de main-d'œuvre, en termes d'adaptation au sol et au climat, et j'en passe et des meilleurs en termes de protection des cultures et autres. Donc, ce qu'on a mis en place chez Elsear, c'est justement toute cette expérience que j'ai pu avoir pendant ma thèse sur la représentation des connaissances, essayer d'appliquer en fait ces technologies de représentation de connaissances complexes à partir de graphes et d'inférences sur ces graphes pour pouvoir proposer des optimisations de planification de culture qui soient adaptées à l'ensemble de ces contraintes et qui leur permettent d'avoir un plan de culture pour la saison à venir qui soit le plus optimisé, qui permette de leur favoriser un meilleur revenu et également une traçabilité jusqu'au consommateur puisqu'on va suivre ce qui est réalisé à partir du calendrier de production. Donc c'est vrai que c'est une application directe de ce que j'ai pu faire dans ma thèse. Entre-temps, donc ma thèse, je l'ai soutenue en 2007. Je suis venue directrice R&D de la société dans laquelle j'ai fait ma thèse de CIFRE. Et pendant une dizaine d'années, j'ai pu appliquer ces méthodes-là sur du juridique, sur de la santé, sur de l'industrie, sur du tourisme, sur des recettes de cuisine avec un grand groupe d'électroménagers. Donc on a pu tester ces différentes technologies sémantiques et de voir qu'effectivement, elles venaient en complément des méthodes de machine learning parce qu'elles permettaient d'apporter cette connaissance métier directement sur les données et donc d'améliorer finalement les performances prédictives qui étaient réalisées par les algorithmes. Et en fait, en venant de Paris sur Bordeaux, j'ai commencé à avoir un jardin, j'ai commencé à me projeter un petit peu sur la culture moi-même des légumes, de m'essayer à ça. Et en fait, je me suis rendu compte de la complexité, effectivement, de vouloir produire dans les règles de l'art sans utiliser de pesticides, d'herbicides et autres, en prenant en compte les associations de culture, en prenant en compte les rotations, en prenant en compte les besoins des plantes. Et c'est là que je me suis rendu compte de la complexité. Et en allant voir des professionnels maraîchers, parce que je ne trouvais pas d'application pour m'aider dans mon jardin, donc je commençais à réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette complexité, ils la faisaient encore à 80% avec des notes sur du papier. Quelques-uns avaient des tableurs Excel, mais faudra que un jour, si vous voulez, je vous montrerai les tableurs Excel des maraîchers, c'est absolument incroyable, mais ça ne permet pas de gérer dans le temps justement cette complexité et d'optimiser la production, et puis de mettre en place des pratiques agroécologiques, aussi de les insérer dans leur planification. Donc il y a finalement un cursus étudiant, un cursus professionnel
et des observations personnelles qui vous ont amené à la création d'Elzéar. Raphaël, de votre côté, quelques mots sur QCIT et cette dimension Deep Tech également qui est très présente durant cette journée. Alors oui, donc alors QCIT c'est Quantified Cities, donc à la base vraiment notre vision long terme, c'est de modéliser tous les comportements humains en ville et d'améliorer grâce à ça le fonctionnement des services urbains. Concrètement aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de choses dans différents domaines, il y a un produit sur lequel on travaille le plus qui s'appelle QCIT Bike, qui est, sur lequel on est maintenant leader mondiaux de notre petite niche, où finalement on optimise la logistique de tout ce qui est vélo en libre service. Et quand je dis vélo en libre service, c'est donc les Vélib, les Vcube, où en fait on va calculer en temps réel et prédire la demande de vélos à chaque endroit de la ville et dans chaque station. On va prédire également combien de vélos vont arriver dans chaque station. Et à partir de ça, en temps réel, on va recalculer les tournées des camions qui rééquilibrent les vélos en améliorant le nombre de kilomètres qu'ils parcourent. À côté de ça, on fait également toutes les opérations on gère les opérations de maintenance dans la tournée. Et on est en train d'aller vers d'autres types de véhicules en free floating avec toutes les problématiques qu'il y a autour de la recharge de batterie, etc. Globalement, voilà, l'idée c'est d'aller vers une gestion optimisée de toutes ces flottes de micro-mobilité. Et voilà la finalité du produit QCIT Bike. L'autre pan de l'entreprise qu'on a chez QCIT, c'est de rendre les villes plus agréables. Et on a un autre produit qui s'appelle QCIT Comfort, qui est pour le moment secondaire, sur lequel finalement on modélise comment les gens perçoivent les espaces urbains. Qu'est-ce que ça signifie par exemple? On va leur demander, on va faire des sondages géolocalisés, on va leur demander est-ce qu'ils trouvent que tel endroit est beau par exemple, est-ce qu'ils trouvent que sur une échelle de 1 à 4, et du coup on va entraîner une IA à regarder autour d'elle, à dire ah tiens là il y a tant d'arbres, je suis à telle distance de la route, il y a tant de trafic, il fait beau aujourd'hui ou quoi. Je pense que je suis telle personne, je suis un homme de tel âge et telle catégorie socio-professionnelle, etc. Et donc je vais répondre 3 sur 4. Et donc finalement on entraîne une IA à regarder la ville et à comprendre comment elle est perçue par les humains. Et là on a un autre projet également, projet de R&D sur maintenant faire parler les IA, lui demander comment je pourrais rendre l'endroit où nous sommes plus agréable. Pareil en se basant sur des réponses que les gens ont données et en essayant de faire parler l'IA, elle regarde autour d'elle. Et donc c'est des modèles de NLP qu'on va conditionner à des variables contextuelles pour essayer de comprendre comment rendre les villes plus agréables. Donc ça c'est plus le stade R&D et le stade production actuellement, c'est d'aller conquérir le monde de la micromobilité. Tous les deux, est-ce que vous étiez projeté en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur de Startup Deep Tech, au moment de mener vos travaux de recherche, ou est-ce que les choses se sont construites progressivement? Je crois que vous êtes dans des cas différents. Florence, si je ne dis pas de bêtises, le virus de l'entrepreneuriat, vous l'avez attrapé finalement assez tardivement, je crois. Complètement. Parce que donc, quand j'ai intégré ma thèse CIFRE, dans la structure dans laquelle je l'ai faite, j'étais la 3e ou 4e employée. Donc j'étais vraiment au démarrage de la start-up et j'ai vu sa croissance sur les quelques années. J'ai été pris sous l'aile du PDG fondateur de la boîte, avec qui on a pu construire effectivement tout le développement de la structure dans laquelle j'étais, et notamment la partie innovation, la partie R&D. Donc c'était très excitant parce qu'on voyait effectivement tout le potentiel des technologies que je développais dans le cadre de ma thèse et qu'on pouvait appliquer à des clients, à des vraies problématiques métiers. Mais en même temps, je voyais aussi toutes les contraintes d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, avec voilà, quand même assurer les payes des salariés en fin de mois, régler toutes les factures, la pression client, la pression de la gestion d'équipe, enfin, effectivement tout ce qu'on fait en dehors des simples tâches opérationnelles. Et beaucoup de responsabilités. Et donc je me disais, mais je le voyais s'arracher des fois les cheveux, je disais, mais jamais, jamais, jamais je serai entrepreneuse, jamais, c'est bien trop de contraintes, c'est justement bien trop de responsabilités. Moi je suis bien en tant que salarié, je fais mon boulot, tout va bien. Sauf que peut-être 10 ans plus tard, mon PDG a été évincé complètement par le fonds d'investissement qui a repris le contrôle de la structure. Ça a été assez violent et du coup ça a vraiment remis en question tout le modèle que je pensais de la structure dans laquelle je voulais évoluer, du management que je voulais avoir au-dessus de moi.
Et au final, je me suis dit, en développant mon idée à côté, mais peut-être que j'avais quand même les clés pour moi-même être entrepreneuse. Parce que finalement, j'ai réfléchi en préparant la table ronde, c'est si on fait le parallèle entre un doctorant, entre un chercheur et un chef d'entreprise, il y a quand même pas mal de similitudes. Finalement, il y a quand même des choses, des clés qu'on a acquis en tant que doctorant. On sait piloter des projets, on sait travailler en équipe, on fait du reporting d'activité, on fait du reporting financier. Notamment quand on travaille dans des projets collaboratifs, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient européens. On a énormément de ces affaires-là. Donc, on sait toujours être dans l'incertain parce qu'on est dans l'innovation. On sait s'adapter aux différentes contraintes. On émet des hypothèses, on les ajuste au fur et à mesure qu'on avance. Et ça, c'est aussi le travail de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a effectivement une vision qui est tracée, on sait le chemin, enfin, on sait où on veut aller, mais le chemin, on le fait, on le construit au fur et à mesure. Et surtout, on le construit avec des gens autour de nous. Un entrepreneur n'est pas seul. Et quand on est chercheur, on travaille en équipe aussi. Donc, on peut s'appuyer sur d'autres personnes qui vont avoir d'autres compétences complémentaires. Et c'est ça, au final, qui m'a fait dire que, bah oui, finalement, j'avais les clés, que clairement, j'allais pas entreprendre seule, qu'il fallait que je monte une équipe. Donc, j'ai commencé à parler du projet que j'avais dans la tête autour de moi. Et rapidement, des gens se sont joints au projet et on s'est lancé en validant tous les 6 mois, effectivement, qu'on était bien sur la bonne route. Martin, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure en écoutant Florence. Vous estimez également de votre côté qu'il y a des parallèles importants ? J'en suis sûr. C'est clair tout ce que Florence a dit, que le doctorant doit être prendre des initiatives, doit reporter ce qu'il a fait. Tout cela, ce que vous avez dit, je souligne complètement. Raphaël, de votre côté, quels sont les facteurs qui vous ont amené à créer QCIT ? Alors moi, le facteur principal, ça a été l'envie d'avoir un impact macroscopique positif sur la société. Et puis envie d'avoir des journées de travail qui soient plus variées que dans un labo, même si je faisais aussi de l'enseignement. Et voilà. Donc ça, c'est les 2 choses qui m'ont motivé. La troisième chose, c'était, oui, quand je dis donc si je reviens sur le premier point, avoir un impact. Je travaillais sur le stockage du dioxyde de carbone. Malheureusement, comme vous le savez, le prix de la tonne de carbone, surtout dans les années 2000, n'est pas assez élevé pour que réellement ce qu'on fasse en recherche puisse être appliqué. C'est des décisions politiques. Donc finalement, au bout d'un moment, on se dit qu'on n'a pas trop d'impact dans ce cas particulier. Et moi, j'avais envie d'avoir un impact concret plus vite. Donc c'est un des sens de QCIT. On fait peut-être quelque chose à petite échelle au début, bien qu'aujourd'hui on gère quand même 60 000 vélos dans 25 villes. Mais on essaye de contribuer à la diminution des émissions de CO2 en promouvant finalement des transports durables. Donc ça, je dirais que c'est le principal point. Maintenant, si je dois répondre aux questions, quelles sont les similitudes entre le boulot de doctorant et celui d'entrepreneur ? Effectivement, il y a une quête de repousser les limites de ce qui existe. Donc ça, c'est un point commun, je dirais. C'est-à-dire que le doctorant, il cherche à faire des recherches et à trouver des choses qui n'ont jamais été trouvées par personne avant lui depuis que l'humanité existe, idéalement. Et puis, finalement, l'entrepreneur cherche à créer quelque chose qui n'existait pas. Enfin, l'entrepreneur qui entreprend sur un domaine d'innovation, on va dire, cherche à créer des produits ou des services qui n'existaient pas avant que l'entreprise existe. Donc ça, c'est les points communs. Le point commun aussi, c'est que les premières années, je dirais même, les premières années peuvent durer 5 ans, 10 ans d'entrepreneuriat. On bosse à peu près autant que dans vos 6 derniers mois de thèse. Donc moi, je me souviens de mes 6 derniers mois de thèse, le temps d'écrire sa thèse, il m'arrivait de rentrer chez moi très très tard le soir. Ça, c'est un autre point commun entre un entrepreneur et un doctorant, c'est que c'est énormément de travail, et donc il faut y être préparé. Et ça dure potentiellement plus longtemps qu'une thèse. Voilà. Ensuite, les autres points, il y a des points de différence, bien sûr, mais bon, je vais peut-être pas toutes les lister. On a un temps contraint, malgré tout. À partir de vos 3 expériences, les uns et les autres, quels sont les bons ingrédients pour rendre soluble, pardonnez-moi l'expression, la recherche de l'entrepreneuriat ? Martin, je crois que vous insistez notamment sur cette notion de qualité des travaux de recherche et de réponse à un besoin. Et je crois que vous vouliez insister durant cette table ronde justement sur cette importance de soutenir la recherche fondamentale
pour indirectement soutenir la création d'entreprises. Oui, exactement. Je pense pour créer une entreprise, il faut avoir une bonne idée, il faut identifier un besoin, et il faut avoir une idée de la solution. Et tout cela doit être commerciable. On revient sur la similitude entre la thèse et la création d'une entreprise. Pendant la thèse, c'est une question scientifique à laquelle il faut répondre. Pour créer une entreprise, à mon avis, il faut avoir une idée comment on peut transférer ce savoir en modèle économique. Je crois que lorsqu'on préparait cette table ronde, vous évoquiez un cas de figure en particulier, dont on a beaucoup entendu parler récemment, une entreprise qui s'appelle BioNTech. Et je crois que vous la trouviez particulièrement symbolique finalement de l'importance de cette recherche fondamentale. Oui, BioNTech, tout le monde parle de cette entreprise aujourd'hui. Et à mon avis, elle a pu être créée parce qu'il y a une recherche fondamentale qui existe depuis très longtemps sur la stabilisation des ARN. Et il y avait un investisseur, un milliardaire, qui a investi pendant plusieurs années beaucoup d'argent dans cette entreprise sans qu'elle amène un produit à la phase 2 clinique d'expérience. Et avec la Covid, bon, il a rapporté tout l'argent qu'il avait investi dans cette entreprise. Florence ? Oui, je voulais juste compléter. En fait, je suis entièrement d'accord également avec ce que vous avez dit. Et ça me faisait aussi penser à la conclusion finalement de Sofiane de Rétinette juste avant, où il a dit que finalement il s'est engagé après sa thèse parce que finalement le postdoc l'intéressait moins, parce qu'il a l'impression que du coup il allait dériver de sa thèse, alors qu'il voyait un vrai besoin concret sur le terrain pour un service utilisateur, avec effectivement un modèle économique, il ne faut pas l'oublier, hein, une entreprise ça doit être pérenne, ça doit être viable économiquement, mais une vraie réponse sur le terrain à une vraie problématique qui peut servir des gens. Et que le fait de rester effectivement plus dans un labo de recherche ne permettait pas d'aller autant se confronter justement à ce besoin et d'apporter des réponses opérationnelles. Donc je pense qu'il y a effectivement ce shift-là, de pouvoir voir effectivement la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, comment ça peut aller servir des besoins concrets, effectivement, quelle est la réponse que je peux amener avec mes travaux de recherche qui vont servir un ensemble d'utilisateurs, et encore une fois le sens, l'impact que je peux donner à mes travaux de recherche concrètement. Martin ? Et si on parle du financement, bien sûr, pas tout le monde a un milliardaire à la main, mais à Bordeaux, il y a l'IDEX, qui est un organisme important pour aider de commencer une start-up. Il y a la SAT, il y a la région, tout a été mentionné déjà pendant cette matinée, mais je suis très d'accord que les structures ont été mises en place. Et votre première question, c'était comment est-ce que l'école doctorale accompagne tout cela? Nous, on est aussi en train d'évoluer et d'essayer de mieux accompagner la création de start-up. Et on a, par exemple, dans notre conseil scientifique, on a invité des gens de l'industrie, des start-up, maintenant grands. Il y a même le vice-président Business Affairs de BioNTech qui va rejoindre notre conseil scientifique, aussi dans l'idée de donner aux étudiants une idée que ce qui est possible pour eux. C'est un sujet important. Il y a un mouvement de fond actuellement qui fait que l'école que vous dirigez se tourne davantage vers l'entreprise. Comment est-ce que ça va se matérialiser ? Vous citiez un exemple, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres acteurs qui vous intéressent particulièrement et que vous avez envie d'embarquer dans cette aventure avec vous ? L'école doctorale veut bien avoir plus de liens avec l'industrie. J'ai cité BioNTech, il y a aussi une personne de TreeFrog qui va nous rejoindre dans le conseil. Il y a une personne de Louis Vuitton, Moet NSI, qui va nous rejoindre. Ça veut dire on essaye de créer des liens un peu plus forts avec l'industrie et en même temps on essaye de rester libre comme école doctorale parce qu'on ne veut pas être dirigé de l'extérieur, mais on veut bien avoir le lien et montrer aux gens la qualité de nos étudiants, parce que je suis persuadé que nos étudiants sont d'une excellente qualité.
ils ont beaucoup à donner et tout le monde, ça peut créer vraiment des situations win-win pour les étudiants et pour les entreprises. Merci beaucoup. On va en arriver à un sujet un petit peu plus intime, finalement, qui est un sujet important quand on crée une entreprise, fierté et échec. On va parler volontairement des deux, parce que les deux existent et que c'est une balance. Raphaël, votre plus grande fierté dans l'histoire de QCIT? Ma plus grande fierté dans l'histoire de QCIT, je pense, c'est d'avoir réussi à m'entourer des gens qui aujourd'hui composent l'entreprise. C'est une histoire d'équipe qui vous fait vous lever le matin aussi? Oui, c'est ça. On a une super équipe. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. Mais aujourd'hui, on a une super équipe et c'est ma principale fierté. Ouais. Et l'échec, cette fois-ci, ou le regret, sans forcément parler d'échec, échec, le regret, le sujet que vous auriez aimé peut-être pousser un petit peu plus loin? Échec, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a des échecs, ou alors il y en a tous les jours, mais c'est des petits échecs qu'on surmonte. Il n'y a pas de gros échecs. Donc pour le moment, il n'y a pas un énorme échec. En revanche, des choses qui auraient pu être mieux faites. On va dire qu'on a mis 7 ans quasiment à arriver à ce qu'on appelle un product market fit et à un focus. C'est un peu long. On aurait probablement pu faire plus rapide. Vous allez voir, si jamais certains d'entre vous se lancent et vont voir des investisseurs, ils vont vous demander, si jamais vous êtes comme moi, si vous venez de la recherche fondamentale et que vous pensez à une idée technologique et en disant à quoi je peux l'appliquer, le truc qu'on va vous rétorquer assez vite, c'est concrètement à quoi ça sert, quel est le client, etc. Et nous, on a mis vraiment quand même, je pense, longtemps à arriver à trouver un focus et un product market fit. C'est un moment où on sent que ça décolle et qu'on est parti pour une croissance exponentielle. Enfin, ou du moins, ça se profile à l'horizon et ça semble pouvoir continuer. Mais du coup, c'est ça vraiment je ne sais pas si c'est un regret. Je ne sais pas comment on pourrait, si je devais recommencer à zéro, je ne sais pas comment je pourrais réécrire l'histoire. Mais clairement, c'est un truc qu'on aurait pu améliorer. Probablement, c'est aller plus vite sur du product market fit et du focus et du product market fit sur le bon produit. Florence, à votre tour de vous livrer à l'exercice. Ouais, en termes de fierté, je suis entièrement d'accord avec Raphaël. Moi aussi, c'est l'équipe d'avoir réuni. Aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe. On est 3 cofondateurs et on a 7 salariés depuis mardi dernier. Donc c'est effectivement d'avoir réussi à mobiliser ces personnes autour du projet, de les avoir embarquées, qui nous font confiance dans cette aventure qu'on construit au fur et à mesure. Donc nous aussi, on n'est pas encore arrivé au product market fit, puisqu'on lance la semaine prochaine, mais peut-être l'autre fierté, c'est quand même d'avoir réuni plus de 200 agriculteurs sur la plateforme qui est en test aujourd'hui. On a mené énormément d'ateliers de co-création avec des producteurs, des conseillers agricoles, des enseignants, des chercheurs sur le terrain un peu partout en France. Et on voit qu'il y a une vraie appétence pour le produit, pour la solution qu'on propose, que ça répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est effectivement une grande fierté d'avoir construit cette communauté. En termes d'échecs, donc c'est pareil, on est encore un peu jeune, donc on est plutôt sur notre lancée, mais la partie qui pourrait être améliorée, la partie effectivement sur laquelle on n'est pas encore forcément assez bon, c'est justement dans ces relations entre le monde de la recherche et le monde de la start-up, puisqu'on continue à collaborer avec des chercheurs de l'INRIA, du CNRS, de l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnement. Et en fait, on a un thésard-cifre nous-mêmes qu'on a embauché l'année dernière pour travailler sur ces sujets de fond. Et on voit qu'arriver à maintenir le timing de la start-up, où il faut qu'on avance, on est un peu à marche forcée, il faut qu'on sorte le produit, il faut qu'on montre les indicateurs pour les investisseurs, il faut toute cette partie-là. Et en même temps, on a des vrais sujets de fond à creuser qu'il faut faire avancer en parallèle de nos travaux et de nos différentes avancées. Donc arriver à maintenir les deux, à piloter les deux pour qu'il y ait un vrai bénéfice, qu'on ne soit pas dans la perte de temps, mais qu'on avance, qu'on progresse, qu'on teste des hypothèses, qu'on réitère, etc. C'est une gageure de tous les instants pour arriver effectivement à aligner ces deux visions long terme qui est nécessaire pour pouvoir aussi construire la vision court terme. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu schizophrène des fois. Est-ce qu'il y a des rôles modèles, des personnes que vous avez pu rencontrer, des profils, rencontrés ou pas d'ailleurs, et qui vous ont particulièrement marqué? On se construit parfois
aussi en fonction de certaines rencontres ou en fonction de certaines histoires qui peuvent nourrir nos propres aventures, les uns et les autres. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui vous ont marqué et qui ont eu justement ce cursus, un peu comme le vôtre, de partir de cet univers de la recherche et puis de créer des entreprises. Et évidemment, cette question s'adresse aussi à Martin. Est-ce que dans votre entourage, proche ou plus lointain, certains profils vous semblent particulièrement inspirants et en quoi? Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont particulièrement inspirants, qui sont des rôles modèles, si vous voulez. C'est toujours difficile de citer une seule personne, mais il faut dire, par exemple, on est ici dans les neurosciences, dans un joli bâtiment des neurosciences, et la qualité des neurosciences à Bordeaux est connue. Et selon ma théorie, la qualité de la recherche est importante pour la création d'entreprises. Et on le voit, il y a Erwan Bézard, il y a Christophe Mull, il y a Piave Piazza, il y a peut-être d'autres. C'est à mon avis le modèle comment on peut créer des entreprises qui fonctionnent. Et je veux dire que le succès des gens qui font une entreprise tout seul ou avec quelques personnes qui forment un team, c'est vraiment une très jolie chose. Et j'aimerais bien que beaucoup de nos étudiants auront la chance d'y participer. Florence, Raphaël, est-ce qu'il y a des profils? Florence, je pense savoir qui vous allez répondre, puisque je crois me rappeler qu'il y a un entrepreneur en particulier que vous avez, avec qui vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années qui vous a particulièrement marqué. Oui, complètement. Moi, je pense que l'expérience que j'ai eue en tant que justement thésarde dans ma boîte, avec l'expérience de cet entrepreneur, de ces chefs d'entreprise de l'époque, m'a complètement façonné, m'a complètement marqué, parce qu'il avait une relation très humaine, très ouverte. Il nous permettait de prendre part aux décisions, aux réflexions sur la construction et la vision de l'entreprise. Bon, après, il avait d'autres défauts qui ont fait que forcément, c'est pas allé dans le bon sens et qu'il a été évincé par la suite. Mais c'est vrai qu'il avait une manière de concevoir l'entrepreneuriat qui, moi, m'a complètement guidée. Ce qui fait que quand la société a été récupérée par le fonds d'investissement, puis a été ensuite revendue à deux soi-disant entrepreneurs qui, pour moi, n'en étaient pas. C'était plutôt des gestionnaires, en tout cas. C'est là où ça a complètement été à l'encontre de ma vision de l'entrepreneuriat que je m'étais construite avec ce premier rôle modèle et qui fait que ça a été le déclencheur finalement pour aller me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc clairement, effectivement, cette personne-là a été absolument une empreinte sur moi et sur l'entrepreneuse que je veux être aujourd'hui. Et finalement, un petit peu de positif dans une histoire assez négative, en tout cas pour lui. Raphaël, de votre côté? Alors oui, j'ai réfléchi. C'est assez compliqué parce qu'en fait, j'avais pas tellement d'exemples, comme vous dites, de quelqu'un qui est passé de la recherche publique, dans mon cas, à la start-up. Aujourd'hui, c'est vous l'exemple. Oui, c'est gentil, merci. Ceci dit, moi, mon exemple personnel, c'est ma petite sœur, Gersande, qui a 8 ans de moins que moi et qui s'est lancée quand elle avait 24-25 ans à créer sa start-up. Alors, elle a galéré un petit peu, je l'ai aidée. C'est une application de voyage qui faisait des recommandations de voyage en fonction des caractéristiques des gens. Et puis moi, ça me trottait un peu dans la tête quand même de faire quelque chose et je n'osais pas franchir le pas. Et quand j'ai vu que ma petite sœur le faisait, je me suis dit, bon, allez, je vais le faire aussi. Et après, sinon, au jour le jour, mes modèles d'entrepreneurs, en fait, j'en avais très très peu à l'époque. Donc j'avais les classiques, Steve Jobs, Elon Musk, etc. Et puis tout ce que je pouvais voir sur YouTube de ce qu'ils font chez Y Combinator, etc. Donc voilà, c'était essentiellement ça. J'ai pas vraiment eu de modèle de personnes que je connaissais à part ma sœur. Avant de passer la parole au public et peut-être de répondre à quelques questions, évidemment pour vous, mais aussi pour tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, et je sais qu'ils sont nombreux. Une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil, les uns les autres, un conseil à donner à des doctorants qui s'interrogent sur l'opportunité de créer leur propre start-up? Alors, ça peut être un conseil, une recommandation, une mise en garde, pourquoi pas. Raphaël, pour commencer? Alors, si vous en avez plusieurs, si j'en ai plusieurs. Non, le premier truc, c'est qu'il faut
J'aurais tendance à dire qu'il faut être, comment dire, très persévérant, probablement. Donc il faut avoir une certaine force de caractère pour potentiellement être capable de faire le tri dans les nombreux conseils que vous allez recevoir à droite et à gauche. Et surtout si vous faites un truc un petit peu innovant, il va falloir que vous ayez quand même confiance dans votre idée, parce que à la base, personne ne l'a fait avant vous. Ensuite, si vous êtes sur un marché qui est en croissance exponentielle, au début, ça peut avoir l'air de rien, ça peut être un tout petit truc, mais si vous êtes parmi les premiers à aller dessus, les gens vont vous dire mais pourquoi tu veux faire ça, c'est ridicule. Donc vraiment il faut avoir persévérant et une certaine dose de confiance en soi. Pas trop non plus, parce qu'il faut aussi être capable de prendre l'autre partie et d'être suffisamment réaliste pour se dire est-ce que finalement ce que je fais, je suis pas juste en train de faire ma techno que j'ai appris en thèse et de l'essayer de la resservir à toutes les sauces. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, quoi? Est-ce que ça fait avancer la société, le monde, etc. Est-ce qu'il y a un véritable impact? Parce que le pire, en fait, c'est quand vous arrivez à vendre des trucs. C'est-à-dire que si vous arrivez à vendre des choses, vous dites c'est bon, regardez, j'ai vendu pour 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année, c'est que c'est bon. Non, c'est pas forcément que c'est bon, en fait. Quand un produit, c'est pas parce que vous avez réussi à le vendre, surtout si vous vendez à des grands groupes ou des gens qui ont une certaine inertie ou quoi, ils peuvent acheter et après jamais s'en servir. Le truc qui fait que votre produit est réellement utile et que vous êtes vraiment dans la bonne direction, c'est que ça crée de la valeur. Donc, à mon avis, ma deuxième recommandation, c'est de vous assurer que ce que vous faites, et il faut être extrêmement honnête avec soi-même, crée de la valeur. Ce n'est pas les premiers euros que vous allez faire qui sont importants, même si vous vendez un truc très cher, c'est est-ce que c'est utile et est-ce que ça crée de la valeur. Voilà. Et le dernier truc, c'est, encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il faut être prêt pour... c'est pas facile, quoi. Donc c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress aussi, hein, parfois. Donc faut être prêt à ça. Florence? Ouais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Raphaël. Je suis entièrement d'accord. Être persévérant, c'est clair. Et aussi savoir s'entourer. En fait, on ne mène pas une entreprise tout seul avec son idée quelque part, quoi. Il faut en parler autour de soi, voir s'il y a d'autres personnes qui ont envie de rejoindre le projet, accepter aussi qu'ils modifient un petit peu le projet avec leurs pattes. Ça ne peut apporter que du bon, ça peut que pousser la solution vers de nouveaux horizons. Et surtout, je dirais, aller se confronter aux gens à qui vous vous adressez. Les premières années d'Elzéar, on n'a pas écrit une seule ligne de code. Pourtant, on est une société éditeur de logiciels. On n'a pas écrit une seule ligne de code. Par contre, on a passé énormément de temps sur le terrain à aller à la rencontre de nos utilisateurs et des parties prenantes, des réseaux qui gravitent autour de ces utilisateurs. Pour essayer de se rendre compte si effectivement la solution qu'on avait envisagée, la solution numérique, informatique, était utile. Et là, je rejoins entièrement Raphaël, quoi. Cette utilité, c'est est-ce que ce que je fais répond à un vrai besoin, à des gens concrets sur le terrain, qui du coup vont être prêts à payer pour ce service-là. Et là, on revient sur le modèle économique. Donc, c'est vraiment très, très important d'aller se confronter, d'aller rencontrer, d'aller interroger des gens qui seraient les utilisateurs de vos projets. Et puis, je voulais juste mentionner, il y a une initiative, alors je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, qui est Open Startup. Allez rencontrer des startups, allez diriger, rencontrer et discuter avec des dirigeants, mais aussi avec des membres de l'équipe des startups, parce que ça va permettre de voir un peu le fonctionnement, de voir le niveau de stress dans les équipes, mais également toute l'inventivité, toute la créativité, l'innovation qu'il y a dans ce milieu-là. Et je pense que c'est une bonne manière de se confronter à la réalité, quoi. Je peux parler en 2 mots d'Open Startup, oui, puisque c'est un événement qui aura lieu le 17 novembre, qui est co-organisé par la French Tech Bordeaux. C'est pour ça que je peux en parler facilement. Co-organisé avec une structure qui s'appelle Tracteur, Guillaume Comagnac. Si tu nous regardes, c'est l'occasion d'un petit salut. C'est un événement qui aura lieu donc le 17 novembre après-midi, à partir de 14h. Une centaine de startups de Bordeaux et de la métropole ouvrent leurs portes aux curieux, à tous ceux qui souhaitent effectivement venir découvrir de l'intérieur ces structures. Il y a des startups très deep tech, d'autres un petit peu moins. En tout cas, tous ces entrepreneurs et leurs équipes prennent du temps. Il suffit de vous rendre sur la plateforme Open Startup, choisir Bordeaux, et puis composer votre programme en fonction de vos attentes. Et vous avez la possibilité d'aller découvrir donc de l'intérieur 2, 3, 4 startups dans la journée. Et c'est un événement qui précède le French Tech Day qui a lieu le lendemain, le 18 novembre, au Palais de la Bourse. Martin, je reviens vers vous pour justement
ce conseil, cette suggestion que vous pourriez adresser aux doctorants? Beaucoup de choses ont été dites par Florence et Raphaël. Peut-être pour rajouter, il faut effectivement être en interaction avec les gens à l'extérieur pour faire maturer le projet et aussi prendre contact avec les structures qui pourraient être utiles pour aider au montage d'un projet, comme par exemple l'IDEX, la SAT, etc., l'Université de Bordeaux, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez 3 entrepreneurs, 2 entrepreneurs et un directeur à côté de moi. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, des sujets que vous souhaiteriez aborder et qu'on n'aurait pas forcément évoqués? J'arrive avec le micro. Merci beaucoup. Donc, Soufiane Ajana, depuis tout à l'heure, donc j'étais à votre place il y a 2 minutes. Vous, dans votre école doctorale, quelles sont concrètement les mesures et les initiatives que vous mettez en place pour encourager vos doctorants à entreprendre? Comment vous vous y prenez? Parce que moi, je sais que dans la mienne, nous n'avons pas grand-chose pour l'entrepreneuriat. Nous avons plusieurs formations dans le cadre des formations qu'on doit faire dans l'école doctorale, mais dans différents domaines, sauf l'entrepreneuriat. Et vous, qu'en est-il de votre côté? Alors, comme j'ai dit au départ, notre école doctorale est plutôt là pour accompagner, mais on voudrait bien montrer aux étudiants qu'il y a plus que juste rester dans l'académique ou aller dans une entreprise qui existe déjà. Alors, c'est pour ça qu'on voudrait bien mettre en place des formations. Vous savez certainement qu'il y a des formations disciplinaires transverses. Il y a une centaine d'heures qui doivent être faites et on voudrait bien mettre là-dedans une offre où, par exemple, des directeurs de start-up interviennent pour raconter leur expérience, comment ils ont créé leur start-up, pour juste ouvrir l'esprit. Parce que je pense que c'est beaucoup une ouverture d'esprit qu'il faut avoir et pas se fixer sur le fait de devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Non, je suis carrément d'accord avec vous. Si je peux juste compléter ma question, est-ce que vous pensez du coup, là ici à Bordeaux, nous avons l'opportunité d'être entourés, qu'il y ait plusieurs écoles de commerce, par exemple, de renommée nationale voire internationale. Est-ce que vous avez pensé peut-être à des partenariats avec ces écoles de commerce pour justement que eux, dans ces écoles de commerce, que les futurs CEO de ces écoles de commerce, peut-être par exemple, qui en sortent, puissent voir tout le potentiel qu'il y a dans la recherche ici à Bordeaux, et que les chercheurs à Bordeaux puissent voir tout le potentiel qu'il y a dans ces écoles de commerce pour peut-être former ce fameux duo CTO-CEO, et puis pour aller de l'avant, puis encourager justement plus de chercheurs à devenir CTO, puis plus de étudiants en commerce à accompagner ces CTO en étant CEO peut-être. Voilà, c'est pas forcément la seule combinaison possible, mais c'est l'une des plus connues. Ça pourrait toujours être possible, si j'ai bien compris, de créer les relations entre école de commerce et l'école doctorale. On n'est pas directement là-dedans pour forcer cette interaction, mais l'école doctorale, par exemple, a créé un compte LinkedIn sur lequel pourraient se rejoindre des acteurs différents, entre autres des startups, entre autres d'autres entreprises qui sont peut-être déjà plus grands, qui ne sont plus des startups, comme par exemple BioNTech qu'on a déjà cité, et aussi des écoles de commerce, des anciens doctorants, des doctorants actuels, et on va créer un environnement qui est favorable à la création de propres entreprises. On a aujourd'hui une structuration de l'écosystème de l'accompagnement qui est de plus en plus importante et dont c'est aussi le rôle justement d'aller accompagner des acteurs qui sont issus de l'univers de la recherche et de les amener justement à devenir CEO, devenir entrepreneur. D'autres questions ? Je vous propose de conclure. Je voudrais avant tout remercier le Deep Tech Tour, BPI France et l'Université de Bordeaux pour leur accueil. Et surtout, je voudrais un petit tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants qui ont consacré un petit peu de temps ce matin. Merci beaucoup.